d'Haïti, ces institutions ont signé un protocole d'accord pour faire circuler des informations parmi ces 5 institutions de contrôle. Désormais, la USS a mené une enquête, il sollicité la police nationale d'Haïti sous fichier tel monde, la police l'a dit oui, mais elle l'a quand même il sollicité CNMP pour regarder qui contre monde ça passé la CAILI et il sollicité IGF ensemble de institutions ça signer la task force interinstitutionnelle que peut-être nous pour qu'on annule parce que pour le ministère qui va présenter très prochainement. Il y a, pour rentrer dans la proposition, en faveur de l'opérationnalisation du système national d'intégrité. Déjà, l'USCC, en fonction de compétences prélégislatives, élaboré jusqu'à présent, pour l'instant, on va dire, 5 avant-projets de loi pour l'administration publique, là, pour moraliser la vie publique. On va expliquer nous, et ça a rentré dans 4 propositions en faveur de l'opérationnalisation du système national d'intégrité. D'abord, il y a l'avant-projet de loi visant la protection des lanceurs d'alerte, des dénonciateurs, des témoins, des experts et des victimes en matière pénale. Qui ça, avant-projet de loi, ça y est, l'USCC a élaboré, c'est que dès qu'on porte plainte, dès qu'on lance une alerte, l'État a pour devoir de sa protection. Parce que lanceur d'alerte, là, qui côté l'a sorti, pour lancer l'alerte, il faut qu'on ça va passer. Donc, qui est mieux placé pour lancer une alerte dans l'administration publique là? Donc, son monde qui est dans l'administration publique là. Son ministre, par exemple, a détourné bien public là. Qui est le premier monde qui connaît d'après vous? Un administrateur, un comptable. Donc, qui ça avant projet de loi ça fait? Moun ça qui lance alerte là, moun ça qui dénonce, moun ça qui témoin de ça, qui ça doit le faire? L'État va créer, loi ça va créer un fonds pour protéger moun ça. Et loi tellement aller loin, lui-même arrivé dans changer, on va dire statut juridique moun non moun. Donc il y a ces élaboré avant projet de loi comme ça. Donc bien entendu, en pile fois pas de dénonciation, nous consacrer ça. Les gars disent absolument. Les gars ministre, ça dénonce là, t'as le fait tout. Donc en pile fois nous connaissons, mais nous pas parler. Nous bel débat là, nous les cabarets. C'est ça. Allez. En fait, c'est très important, très intéressant, parce que c'est un élément crucial dans la lutte contre la corruption, parce que si par une dénonciation, on va prendre ça qui a passé. Donc, ULCC ou bien institution ne contrôle pas tout côté en même temps. Donc, c'est les gens qui ont l'administration qui connaissent ça qui a passé. Donc, loi, ça, c'est une loi qui est très importante dans la mesure où il protège lanceur à l'aide. Donc, Jean formateur a dit là, les protéger jusqu'à ce que vous changer dans mon nom, c'est-à-dire mon nom, l'autre identité, pour protéger les cas et tout, pour mon nom, l'autre cas et tout, changer l'existence pour nous. Donc l'État supposé assurer que les protéger mon nom parce que en même temps il y a des risques aussi qui sont liés à ça, à la dénonciation. Donc on qui finit dans mon alerte et que nous connaissons tel débat à tête là, donc les cas subissent des représailles. Et contre ces représailles, l'État a un ensemble de mesures que nous prendre pour protéger les gens, que ce soit dans l'identité, que ce soit dans la modalité, et loi les mêmes jusqu'à la protection physique que nous avons dans le droit à agent qui peut protéger lui jusqu'à ce que l'enquête la aboutit ou pas. Ok? Vite. On recommence. Et nous, désolé pour le fait qu'il ne pas présenté, même si il fait suite avec Sodia, et nous n'avons pas fait petit. Je dis à l'ULCC, pas sûr qu'il y ait un groupe jeune à former dans ce sens. Est-ce qu'on peut un groupe jeune à former dans ce sens? Donc, je pense
c'est l'étape plus important avant même nous réfléchir avec certaines choses. Donc c'est dit, est-ce que nous pouvons arriver? Ma bientôt si nous non poste pour mal faire un bagage comme ça. Et c'est ça qui met le pays à côté de là. Le fait qu'il y ait moins peur, parce que l'État pas souvent respecté ça, le dit. Merci. Très bien. Presque fini. Bon, et en fait, c'est justement, donc, nous allons prendre toutes les questions après jusqu'à ce qu'on va fini, mais je vais réagir directement, rapidement sur ça. Et en fait, en Haïti, nous avons pile loi, ok? En fait, ce n'est pas toute loi qui toujours est appliquée. Donc, c'est le problème de l'effectivité des lois, ok? Nous-mêmes, en fait, dans 4 formations, nous disons qui ça qui existait, qui ça la loi prévoit, ok? Et qui ça qui doit être fait en lanceur d'alerte. Donc, exemple qu'on prend, côté que mon administrateur qui travaille avec mon ministre, donc c'est l'excellence qu'on est. Donc, d'abord, il y a ce qu'on appelle à l'ULCC l'obligation de confidentialité des dénonciations reçues. Donc, au monde qui dénonce, on fait un acte de corruption à l'ULCC. Donc, actuellement, il y a, bon, par contre, comment ça a été fait dans le passé, mais il y a cette obligation de réserve et de confidentialité et qui est sanctionnée sous peine de sanction. Au monde qui ont agent ULCC ou bien employé qui divulgue une information que le jeune dans de dysfonction, il y a arrêté. Ok? Et c'est très strict sur ça. Donc, il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là pour protéger des lanceurs d'alerte. Ok? Je vais vous parler en connaissance de cause. Donc, il y a des gens qui dénoncent des actes de corruption de l'administration que jusqu'à présent, par exemple, qui connaissaient, c'est un agent qui débat l'information. Ok? Donc, pas parce que par une certaine protection pour un monde qui dénonce et un acte de corruption. Peut-être que il n'a pas arrivé jusqu'à changer les licences pour dans ces bagages. Donc, mais une certaine protection. Peut-être que nous pouvons arriver là, mais ça peut arriver en fonction des enjeux et des circonstances aussi. Donc, puisque c'est dit dans la loi, donc c'est possible. Donc, tout ce qui est dit dans la loi est permis. Ok? D'accord. Je vais terminer mes propos dans quelques minutes pour parler des autres propositions en faveur de l'opérationnalisation du système national d'intégrité. C'est l'adoption d'un second, de deuxième avant-projet de loi sur l'accès à l'information. Okay? Au niveau de l'administration publique, l'ULCC a élaboré un avant-projet de loi tel qui s'allie en l'espèce dès qu'on a besoin d'information. Okay? Pour rendre dans l'administration publique qui concerne l'EA, pour payer frais que l'administration publique là pour payer dans le DGI, les frais de copie, parce que ça va pas arrêter à la charge de l'État pour payer toute population de copie. Sinon, son charge liée en plus pour l'environnement. Maintenant, on va aller DGI pour payer comme copie. Et puis on va aller dans l'institution publique là pour avoir information, si c'est la loi d'accès à l'information. Parce que ça que nous devons comprendre, c'est que toute administration publique là, il veut travailler dans la transparence. À part de marché qui est aux défense et à la sécurité nationale, tout devrait être public. Donc, le public là doit être informé de comment on va dépenser pour lui, de projets qu'on va exécuter pour lui. Donc, ça, son deuxième avant-projet de loi que l'ULCC a la CAILI. Mon troisième avant-projet de loi, c'est l'avant-projet de loi sur la sextorsion. C'est quoi la sextorsion? La sextorsion, c'est le fait de demander des faveurs sexuelles en retour de services publics. Donc, on regarde l'administration publique là, l'apport de travail, l'apport de l'information, l'apport de n'importe qui s'allier, qui sa autorité publique là fait lui-même. L'administration fait, généralement, l'administration utilise pour voile, pour le dire, sous comme ça, pas pour ça. Il y a pile fois, mesdames, ils vont du travail, ils ont fait ça, ils ont demandé ça. Même Jean-Tout, il va là pour monsieur et tout. Donc, on a un projet de loi sur la sextorsion qui pourrait le faire que, et s'il adopté en Conseil des ministres, bien entendu, sur la sextorsion. On a besoin d'une bonne machine, d'un qui est responsable de ça, on fait suivi. Donc, il demande une faveur sexuelle pour le dédouaner des machines, par exemple.
Ensuite, comme proposition pour le système qui a mieux agencé, il y a la légitimation des organisations de la société civile pour déposer des plaintes. Qui ça veut dire par là? Société civile, là, dès qu'elles font dénonciation, dans le système national des critères comme un pilier, dès que ces sociétés civiles, là, sont organisations de la société civile ou associations de la société civile, qui ça l'État doit faire automatiquement, l'État doit saisir de ça, de plainte là, il nous fait suite avec. C'est un problème. Nous légitimer et organisation société civile là pour nous porter plainte. Comme ça. Donc, il est obligatoire, dès que l'organisation de la société civile porte plainte, poursuivre fait. Donc, il a débouché sur les faits de corruption, effectivement, on sait tout qu'il doit pas gagner. Qui ça permet de nous faire dans le système là? Même je n'ai pas parlé de corruption, de diverses cas de corruption, de monde qui n'a corruption, ça permet tout que nous rétablir la justice également. Parce qu'une organisation, un acteur dans la société civile là, qui doit monter dans les médias, tout partout, il vilipende au monde. On y a qui ça que l'homme a obligation pour suivre plainte ça fait, il va rétablir le monde dans la justice. Donc l'on regarde le monde ça, c'est pas de vrai. Parce qu'on va dire que dans le cas de corruption, mais nous ne pouvons pas dire que tout ça nous dit c'est vrai. Donc ça permet que rétablir le monde, mais également tout ça permet que il y ait plus et contrôle qui gagne dans les dépenses publiques ou encore dans le travail agent public là. Comme autre solution, nous avons proposé une meilleure considération des qualifications dans le choix des juges et commissaires du gouvernement. Okay? Qui ça? C'est qui ça a essayé de faire il y a 2 ans ou 3 ans. Il a essayé de faire ça avec un circuit anticorruption. Un circuit anticorruption, peut-être que les dossiers de corruption arrivent au niveau de la justice, il y a un magistrat, un parquetier qui est spécialisé dans le domaine anticorruption, et puis il y a un juge qui est spécialisé dans le domaine anticorruption pour le dossier à suivre au couloir comme ça. De manière à ce que le dossier anticorruption soit capable d'aller plus vite. Donc, dans la qualification magistrat et dans le choix juge, commissaire gouvernement, nous traitons ça. Nous essayons de traiter ça. Ensuite, c'est la sensibilisation comme dernier point et formation dans le cadre de formation continue, ce que fait le CFOPAFOP, que Jacques Lodi, c'est dans le cadre de formation continue sur la réglementation juridique des marchés publics pour les agents publics concernés. En plus, une fois, marché est passé, pas de appel à la concurrence, pas de transparence, pas de libre accès à l'information, c'est juste parce que l'agent public là, fonctionnaire là, généralement, ou encore très souvent, pas au courant des principes juridiques liés aux passations des marchés publics. Sur ce, je vous remercie. Merci, Maître Bessia, pour très bien exposer ça, faire l'intervention ça. Et direction, s'il ne faut pas avoir des critères pour qu'un individu puisse poser sa candidature. Parce que trop de corrompus dans ce pays occupent des postes électifs. Là, je pense que c'est très important. Pour ne pas verser de l'eau sur l'aile du canard, il faudrait, quand quelqu'un vient poser sa candidature pour être président, pour être député, sénateur, il faudrait que l'UNCC ou les autres instances mènent une enquête sur cette personne pour voir si cette personne est capable d'occuper un poste électif. Là, je pense qu'on pourrait réduire normalement le taux de corruption dans ce pays, parce que dans notre pays, il y a trop de corrupteurs qui occupent une place importante et qui placent des gens dans l'État, des corrupteurs qui nomment des corrupteurs, là où le travail sera très difficile. Moi, je pense qu'on devrait commencer d'abord avec le Conseil électoral provisoire et qu'il faut qu'il y ait des critères rigoureux pour qu'une personne, c'est pas n'importe vagabond paraître et puis on vient poser candidature, les gars pas dans quelle formation, les gars immoral, des sans formation et puis on donne le président. Ok, nous sommes M. Joachim Rock, médecin résident en urologie. Oui, une question à poser.
Ok, nous sommes M. Joachim Rockefeller, médecin résident en urologie. Question à poser, est-ce que dans la loi 2014, l'ULCC a le pouvoir pour y enquêter sur des institutions, des organismes internationaux, par exemple, ou bien société civile là, tout. Par exemple, si un organisme international fait un projet pour Haïti, s'il fait pour Haïti, si on constate que le projet n'a pas fait, est-ce que l'institution, est-ce que l'ULCC a le pouvoir ça, la KLI, pour y enquêter sur ça? Bon, à la question de M. Fito Chéri, cher Fito, et on va dire, est-ce que c'est possible que l'État, on va dire, on parle d'état d'urgence en ce moment? Laissez-moi vous expliquer que l'état d'urgence, déjà il y a une loi, c'est la loi du 9 décembre 2008 sur l'état d'urgence en Haïti. Ça permet quoi? Il permet que les situations de perturbation, les situations de catastrophe naturelle ou une situation exceptionnelle, il permet que l'État fait qui ça. Dans la loi du 12 mars 2014. Oui, ça permet à l'État de faire quoi? D'alléger la procédure, d'aller un peu plus vite. Donc, si il y a une catastrophe naturelle qui passe, on va dire, ok? Donc, l'État a l'obligation, par exemple, à travers FAES, à travers CAS, à travers Affaires sociales, pour décaisser des fonds pour résoudre le problème rapidement. Maintenant, est-ce que c'est le ça? L'État va lancer appel d'offres. Pour le faire, 21 jours calendaire, pour offre la publier. Après ça, il faut qu'il y ait autant 7 jours de délai de contestation. Ça a fait 30 jours. Alors que qui ça gagne? Qui ça dit gagne? La loi sur l'état d'urgence lui permet que vous allez rapide, lui permet que un allègement de la procédure là qui fait, mais ne pas permettre qu'on détourne le bien public là. Quand il y a par la suite, si elle regarde que pour ça que font des destinés dans la période d'état d'urgence là, c'est pas ça que le fait. Maintenant, ou pas si oui, des faits de corruption. Donc, loi sur l'état d'urgence là, c'est ça qui permet de faire. Il ne peut pas permettre de pas de contrôle. Oui, toujours de contrôle. Sauf que dans la procédure pour faire, on peut aller plus rapide. Par exemple, bon état d'urgence sur la sécurité qui lance là. Maintenant, l'État a besoin d'acheter, on va dire, 10 chars blindés pour la police. Vite l'homme a monté, barbecue a monté. Qui est ça encore? Il a monté. Donc c'est ça, l'État va publier dans le journal de la place que nous besoin d'acheter 10 chars blindés. Est-ce qu'il y a une entreprise qui a vendu Noël? Non, c'est ça qu'il permet de faire. Non, mais par la suite, a posteriori, contrôle la fête. Il faut regarder pour voir est-ce que comme là bien dépensé ou pas. Ça arrive plusieurs fois. À chaque fois qu'il y a un cyclone, dans la période coronavirus. Donc, nous avons une période d'état d'urgence qui est décrétée. Donc, c'est un fait. Est-ce que il y a des dommages après? Est-ce qu'il y a des dommages? A posteriori, est-ce que le contrôle l'a fait? Après, la Cour des comptes et toute institution de contrôle, ils vont regarder pour voir est-ce que l'ordonnateur a bien dépensé l'argent de l'État ou pas et rendre et décision en ce sens. Pour cela, maintenant, deuxième question, il s'agit du pasteur Claude Emmanuel Camille. Pasteur, c'est ça. Je suis content de vous dire toujours. Toute la journée, je vais vous radio. Et pour question, pour le placer conseil électoral provisoire, moi, je gagne dans sortant c'est là, nous rejoignons. Pas pour nous placer dans le premier, non. Il faut nous rejoindre. C'est parce que vous pensez qu'il y a des critères qu'on doit remplir avant qu'on remplisse en fonction. Il faut d'abord bien le sens de l'État. Là, nous rejoignons à 100%. Maintenant, automatiquement, pour mettre des critères, ça a tout comme légaliste. Eh bien, qui s'appelle